Sur les scènes de crime, ils sont devenus incontournables. Les experts de la police et de la gendarmerie. Ces hommes et ces femmes qui font parler les indices laissés par les malfaiteurs sont aujourd'hui plus de 3000 en France à mener l'enquête en s'appuyant sur la science. Ils sont les héros de centaines de films et de séries, alors on a tous l'impression de les connaître. Mais en réalité, la PTS, la police scientifique et technique, reste un monde difficile d'accès. Et les pratiques ne ressemblent pas toujours à celles de la fiction. Alors, qui sont ces spécialistes? Comment sont-ils formés? Et quelles sont leurs méthodes? Ces 20 dernières années, le métier s'est métamorphosé. Certaines techniques découvertes il y a plus de 100 ans sont toujours utilisées, mais elles sont renforcées par des technologies toujours plus performantes. La génétique et l'informatique permettent désormais de résoudre des dossiers vieux de plus de 10 ans. Lors des attentats de 2015, les scènes de crime deviennent immenses, du jamais vu en France. Les experts vont jouer un rôle déterminant aux côtés des enquêteurs de l'antiterrorisme. Depuis, la technologie a encore évolué et de nouvelles révolutions sont déjà en cours. Bienvenue dans un monde en constante évolution, bienvenue dans l'univers de la criminalistique. « 9 h du matin dans la banlieue de Lille, dans le nord de la France. Une équipe de la police judiciaire vient d'être appelée pour un braquage. Comme beaucoup de policiers aujourd'hui, les agents n'ont pas souhaité montrer leur visage. Il s'agit d'une attaque à main armée dans une grande surface. Les malfaiteurs se sont montrés agressifs et violents. Après avoir molesté plusieurs membres du personnel, ils ont raflé un peu moins de 10 000 €. Tout est allé très vite, à 6 h du matin, avant l'ouverture. En regardant les images des caméras de surveillance du magasin, les policiers sont à la recherche d'informations très spécifiques. Ils essaient de repérer les endroits où les braqueurs pourraient avoir laissé des traces biologiques, c'est-à-dire de l'ADN. Et là, en fait, il touche à rien, mais regarde lui. Il va tout le temps tu vois, s'appuyer sur les bâtis. Hop. Ouais, comme ça, là. Regarde, hop. 2, 1. Regarde, hop, sa main, t'as vu? Le moment où les malfaiteurs ont embarqué les caisses de billets est passé à la loupe. L'autre séquence qui attire l'attention des enquêteurs est la sortie du magasin. Donc tu vois, c'est là où il manipule et que c'est pas souvent ouvert. Regarde là où il y a les clés. Ouais. Là, ils appuient sur ça et sur ça aussi. C'est les trucs de... Parce qu'ils reviennent là. Là, il manipule. Et là, il manipule la bonne porte. Ah, ouais. Voilà. Donc là, il touche bien tous les boutons. Ouais. Les policiers vont ensuite numéroter chaque objet laissé par les malfaiteurs en les marquant avec des cavaliers, ces triangles jaunes numérotés. D'abord, les clés des portes du magasin abandonnées dans la fuite et la poignée d'une caisse de billets. Il y a aussi des douilles de revolver car les braqueurs ont tiré en l'air à plusieurs reprises. Au total, les deux hommes ont laissé derrière eux une quinzaine d'indices. Ils sont venus ici, c'est tout. Ils sont restés au chariot de la femme de ménage et ils reviennent ici. Ils font un autre tir ici. Il y a à ce niveau aussi, donc à ce niveau-là, et là, les tuer là-bas. On fait tout le parcours afin de déterminer selon les caméras, ce qu'on a pu voir, les endroits déterminants. J'en mets un ici de ce côté, pour ce bâti-là.
Il reste une caisse ouverte avec des billets, mais bon. L'une des premières choses que les enquêteurs ont repérées sur les vidéos est que les braqueurs portaient des gants durant toute l'opération. Il est donc inutile d'essayer de relever des empreintes digitales. Mais à l'aide de ces cotons-tiges stériles que l'on appelle des écouvillons, ils ont bon espoir de parvenir à prélever de l'ADN sur les murs où se sont appuyés les deux hommes. Là, ce qui peut être bien, c'est que sur la vidéo, on voit qu'un des deux auteurs est très remuant, très énervé. Donc là, ce qu'on espère, c'est qu'il transpire beaucoup et qu'il puisse, du coup, avoir déposé de l'ADN là où il aura touché. C'est pas parce qu'il avait des gants qu'il a pris toutes les précautions et qu'on peut pas, malgré tout, retrouver de l'ADN. L'ADN, c'est cette molécule en forme d'hélice qui recèle le code génétique spécifique à chaque individu. En somme, c'est la carte d'identité ultime. Lorsque l'on pose ne serait-ce qu'un doigt quelque part, on laisse sans le savoir de la sueur qui contient de l'ADN. On en trouve aussi dans les cheveux, dans le sperme, le sang ou dans n'importe quel fluide humain. C'est vers le milieu des années 90 que l'ADN est venu bouleverser le monde de la criminalistique. Depuis, plus une équipe de gendarmes ou de policiers ne s'en passe pour les enquêtes. Pour les petits délits du quotidien ou pour les affaires de grand banditisme, la génétique est utilisée partout. Dans notre affaire de braquage de supermarché, les enquêteurs sont particulièrement intéressés par les systèmes d'ouverture d'urgence du magasin. Ils savent que s'il y a de l'ADN sur ces boîtiers, il sera très précieux car très peu pollué. Eux, dans la précipitation, on voit bien qu'ils mettent ces appuis forts comme ça. Donc on va viser justement toute la surface où la main peut taper en fait. Donc on va aller chercher là où il peut y avoir effectivement un dépôt d'ADN de leur part. Ce sont des endroits qui sont très peu manipulés. Donc il y a très peu de dépôts d'ADN. Donc là, comme les auteurs ont touché là récemment, on a plus de chances de pouvoir avoir leur ADN à eux que de tous les gens qui puissent fréquenter ce commerce, par exemple. Les jours suivants, les enquêteurs enverront les prélèvements au laboratoire pour établir un profil génétique. Puis, les résultats seront adressés au FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. Une vaste banque de données qui recense les profils de toutes les personnes ayant commis des délits en France. Cela représente plus de 4,5 millions de personnes. Pour le braquage de supermarchés de Lille, aucun profil ne correspond. Mais les traces des braqueurs seront conservées pendant 25 ans et leur dossier ressortira s'ils se font interpeller dans une autre affaire. Aux origines de la police scientifique en France, on trouve un homme, Alphonse Bertillon. Il est connu dans le monde entier comme étant l'un des précurseurs de la science du crime, après avoir été longtemps considéré comme un excentrique. En 1879, il invente ce que l'on appellera la méthode Bertillon, un système d'identification des individus par mesure osseuse. À l'époque, la moitié de la population pénale est composée de récidivistes, mais les policiers peinent à les reconnaître car les malfaiteurs modifient constamment leur allure et prennent de faux noms. Réussir à les identifier devient une obsession pour Bertillon. Bertillon s'aperçoit assez rapidement que si on prend une dizaine de mensurations osseuses sur un individu, eh bien ces mensurations seront différentes par rapport à un autre individu, ce qui permet de différencier un individu d'un autre. Et là, il met au point tout un système de mensuration osseuse. Donc il va mesurer la longueur du bras, l'envergure, la tête, le crâne, le tibia. Toutes ces mesures sont ensuite soigneusement compilées et archivées. Ce sont les tout premiers pas du système de fichage. Pour compléter sa méthode, Bertillon invente une série d'outils, mais surtout il met en place un système de photographie qui fera date dans l'histoire des polices du monde, le fameux portrait, face, profil.
L'un des succès les plus retentissants de Bertillon arrive en 1892 avec l'arrestation de l'anarchiste Ravachol. Grâce à ses méthodes de fichage, le policier parvient à démasquer celui dont la véritable identité est François Koenigstein, déjà arrêté et mensuré 2 ans auparavant. Mais le système Bertillon finit par montrer ses limites, lorsque l'on découvre l'importance des empreintes digitales. Alphonse Bertillon, lui, reste persuadé de la supériorité de sa méthode et refuse de revoir le classement de ces millions de fiches. À partir du moment où l'on classe des fiches policières par l'anthropométrie, c'est-à-dire par les mensurations osseuses, eh bien, si l'on retrouve une empreinte digitale sur le lieu où un délit a été commis, ou un vol a été commis, ou un crime a été commis, on ne peut pas remonter de cette trace-là jusqu'à la fiche de l'individu. Alors, ce qui devait arriver arriva. Bertillon rate une affaire historique. En 1911, Vincenzo Perugia, un employé du Louvre, parvient à dérober la Joconde en pleine journée. Personne n'a rien vu, rien remarqué. Le crime est presque parfait, si ce n'est que le voleur, un récidiviste notoire, a laissé une belle empreinte digitale derrière lui. Malgré cela, ni Bertillon ni les enquêteurs ne parviennent à remonter jusqu'à lui. Pour le voleur de la Joconde, on trouve la trace, l'individu est déjà fiché, mais il est fiché de manière anthropométrique et donc on ne peut pas faire le lien entre les deux. Donc Bertillon rate l'arrestation de Perugia, qui se fera par la suite dans d'autres circonstances, mais en tout cas, Bertillon qui est dépêché au Louvre, qui trouve la trace, eh bien, ne parvient pas à remonter de la trace à la fiche de l'individu. L'homme qui comprend l'importance capitale des empreintes digitales est en fait un médecin légiste, Edmond Locard. Il révolutionne l'investigation policière en imposant un traitement scientifique des scènes de crime et des indices. En 1910, il va même jusqu'à créer le tout premier laboratoire de police sous les combles du palais de justice de Lyon. Au début, il ne peut compter que sur un microscope et 2 becs benzène. Mais en quelques années, il se forge une réputation internationale de champion de la criminalistique. Edmond Locard s'est voulu être un nouveau Sherlock Holmes, c'est-à-dire quelqu'un qui prenait les détails des scènes de crime pour effectivement travailler dessus et aboutir à un résultat. Et la comparaison est telle que dès les années 1920, je crois que Edmond Locard est surnommé dans la presse comme étant le Sherlock Holmes français. Il a théorisé ce qu'on appelle le principe de l'échange. Donc quand un mis en cause se déplace sur une scène d'infraction, il va déposer des éléments de son corps, on va dire, ou de ce qui porte vers la scène d'infraction, et inversement, il va prendre des choses de la scène d'infraction et les ramener quelque part avec lui quand il va quitter la scène d'infraction. Et la démarche de laboratoire, c'est d'étudier ces transferts, ces fruits d'échange qui se sont réalisés par toutes les disciplines possibles. On va chercher à les faire parler, à en sortir des éléments qui vont établir que oui, un suspect a bien été au contact d'une victime, oui, un suspect a bien été au contact d'une scène d'infraction. L'une des plus fameuses affaires d'Edmond Locard est le cambriolage de la rue Rava en 1910. 2 hommes s'introduisent chez une ouvrière pour y dérober 100 francs. Sur les lieux, on relève 2 belles empreintes. C'est Edmond Locard qui est à la manœuvre. Dans son laboratoire, l'étude des traces papillaires ne laisse pas de place au doute. Ce sont celles de 2 individus bien connus des services de police. Il s'agit de Louis Rollin et Léon Fabry. Les 2 hommes seront condamnés uniquement sur la base de cette preuve scientifique. La grande nouveauté, là où il y a vraiment un tournant avec cette affaire, c'est le fait que la justice accepte de condamner ces 2 personnes alors qu'il n'y a qu'une seule preuve, l'empreinte digitale. Et d'ailleurs, le suspect Fabry a cette phrase qui est assez savoureuse, qui est « la science se trompe ». Donc c'est pas Edmond Locard se trompe, c'est la science se trompe. C'est-à-dire qu'on ignore tellement comment fonctionnent les empreintes digitales qu'on pense qu'il peut y avoir effectivement plusieurs personnes qui peuvent avoir éventuellement les mêmes empreintes. Pendant de longues années après cette affaire, certains continueront de contester la pertinence des empreintes digitales. Mais à la fin de la carrière d'Edmond Locard,
Même les malfaiteurs saluent à leur manière la pertinence de son travail. Voilà bien longtemps que je n'entends plus des voleurs ou des meurtriers nier l'identification d'une empreinte. Aujourd'hui, près de 70 ans après la mort d'Edmond Locard, les empreintes digitales sont toujours utilisées dans la plupart des enquêtes criminelles de police ou de gendarmerie. Argenteuil, en région parisienne. Une équipe de la police technique et scientifique vient d'être appelée pour une affaire de cambriolage. En communication. Oui, bonjour, c'est le commissariat d'Argenteuil. Oui. Vous êtes à quel étage? Au 3e, je vous ouvre. D'accord, ok. Porte ouverte. Une femme a retrouvé sa porte fracturée et son appartement dévasté en rentrant chez elle après une journée de travail. Elle a aussitôt appelé la police. La victime, elle a laissé la chambre en l'état. Elle n'a rien manipulé. Donc pour nous, c'est que du bonheur. Parce que la victime n'a rien touché, les policiers ont de fortes chances de retrouver des traces provenant des cambrioleurs. En plus des recherches ADN, ils vont essayer de trouver des traces papillaires, autrement dit, des empreintes digitales. Il y a toujours possibilité de relever des traces papillaires sur tout ce qui est constat de cambriolage, étant donné que les auteurs manipulent tous les objets. On va regarder au niveau du support avec la lumière et là on va réussir à voir s'il y a des crêtes et des sillons. Souvent ça nous permet d'aller plus vite et de cibler directement les zones sur lesquelles on va chercher les traces papillaires. Des traces. En plus de cette lampe à ultraviolet, pour repérer les endroits où il y a des empreintes, les policiers utilisent de la poudre noire, appelée poudre dactyloscopique. On va essayer d'avoir un bon contraste pour voir si on a des traces papillaires. On va nettoyer la trace, lui donner un bon contraste. Et là, il y en a pas mal, on en voit pas mal sur l'ensemble du support. Les objets repérés sont aussitôt placés sous scellé et rapportés au laboratoire du commissariat pour y être analysés. Elle en est pas mal. Pour assurer le coup, dans un premier temps, on va prendre la photo afin d'être sûr qu'on a la trace. Là, c'est bon. Dans un second temps, la trace originale est récupérée. Elle est extraite de son support et transférée sur un ruban adhésif pour être classée et conservée. Avant de rechercher à qui elle appartient, les policiers doivent s'assurer que cette empreinte est suffisamment nette et lisible. Le dessin papillaire, il est fait avec des crêtes et des sillons. Et en fait, la continuité, c'est la crête. Et à un moment donné, quand la continuité, elle s'arrête, comme ici, là, eh ben, c'est un point caractéristique. Donc à ce moment-là, c'est une anomalie qui permet d'identifier un individu. Donc là, moi, je pointe en fait les caractéristiques. Là, en l'occurrence, il y a largement assez de points. Donc il y a 12 points. Et légalement, c'est 12 points qui permettent d'identifier un individu. Sur cette empreinte, il y a plus de 12 points caractéristiques. Elle est donc légalement exploitable, mais il faut maintenant vérifier que ce n'est pas celle de la propriétaire de l'appartement. À droite, on a les empreintes de la victime. Et à gauche, on a les traces qui ont été retrouvées. Donc on voit bien que les empreintes en fait, de la victime ne correspondent pas du tout au dessin papillaire, puisqu'on a un dessin papillaire qui est en verticille, c'est-à-dire que ça fait une espèce de cercle, alors que le dessin de la victime fait une espèce de boucle qui part vers la droite. Ensuite, on passe à la main gauche. Donc là, on peut clairement dire que c'est pas du tout le même dessin. Donc là, je peux dire à 200% qu'effectivement, la victime, c'est pas elle qui a posé ses mains sur le pot. Peu après, la policière lance une recherche au FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales. Aucun profil ne correspond. L'enquête sera donc classée sans suite, mais les empreintes vont être conservées pendant 25 ans. En France, le centre névralgique de la police technique et scientifique se trouve à Écully, près de Lyon.
Ici se côtoient chaque jour des centaines d'experts scientifiques ou policiers. Chacun d'eux maîtrise des technologies de pointe capables de faire parler les détails les plus insignifiants d'une scène de crime. Le service balistique, spécialisé dans les armes et les trajectoires de tir, vient de recevoir une voiture criblée de balles. À l'intérieur, on a retrouvé un seul corps, celui du conducteur. Les 2 autres passagers se sont enfuis. Et c'est à peu près tout ce que l'on sait. Charge à présent à Lagdar Attar et son équipe de balisticiens d'interroger la carcasse du véhicule. Regarde, hein, sur le tour. Ouais. Tu vois, sur le tour, il n'y a aucun impact sur le côté droit, au niveau de la carrosserie. Par contre, sur les vitres, elles sont brisées, ça va être compliqué de retrouver des impacts. À l'arrière, la lunette arrière également, elle a explosé. Hein. Par contre, on a quand même des orifices qui correspondent à des tirs de l'extérieur. On va retrouver, tu retrouves des impacts sur le toit. Ah, c'est une sortie. Ouais, c'est une sortie. Alors, est-ce que c'est une sortie d'une entrée de là ? Ou alors est-ce que c'est une sortie de l'intérieur, quoi. Voilà. C'est bon ? On commence ? Au niveau du siège conducteur, un premier indice. C'est un étui de cartouches percuté. Il est aussitôt placé sous scellé. Pareil. Et sous le siège passager, il trouve un autre indice. Pour le commun des mortels, c'est juste un étui supplémentaire. Mais pour l'œil de l'expert, c'est une source d'information très importante. Ouais, c'est bien un deuxième étui qui n'a pas les mêmes caractéristiques que l'autre. Il va ensuite faire l'objet d'une expertise balistique. L'objectif étant de vérifier si cet étui a été percuté dans la même arme que les étuis qui ont été découverts sur la scène de crime. Je te laisse donc le placer sous scellé judiciaire. Chaque impact de balle sur la carrosserie est soigneusement repéré et numéroté. Il y en a au total 27. Une première analyse de ces impacts va permettre aux balisticiens de se faire une idée générale sur ce qui est arrivé. Donc on va essayer de matérialiser la première, hein, les trajectoires. Hein. Je vais donc avec ces baguettes, hein, voilà. Donc, tu vois, ça ressort bien, hein, donc on a bien un tir. Alain essaye de placer les trajectoires aussi. Donc tu vois, c'est bien caractéristique. Celle-ci, voilà. On s'aperçoit qu'on est sur un orifice qui est ici, qui est un orifice de sortie. Donc il a bien eu un tir, très probablement du passager avant du véhicule, à l'extérieur. Donc on a une matérialisation de la trajectoire du projectile qui est orientée de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on a 2 types de trajectoires, des trajectoires qui sont orientées de l'extérieur vers l'intérieur et des trajectoires de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a donc eu des échanges de tirs entre les différents groupes. Numéro 12. Les 2 groupes impliqués étaient donc armés. Il pourrait s'agir d'une affaire de grand banditisme. La trajectoire numéro 14. Ce que l'on peut dire, c'est que les auteurs étaient déterminés, qu'il a très vraisemblablement eu une scène très dynamique, extrêmement violente. Comme on peut le voir ici, nous avons 5 trajectoires qui passent par la vitre avant-conducteur, et ces 5 trajectoires se concentrent sur le siège conducteur, donc des tirs qui ont atteint la victime. Si on prolonge ces trajectoires, hein, on voit bien le positionnement de l'arme qui devait se situer pour au moins des 2 tirs à ce niveau-là, hein, prolongement, et puis ensuite une deuxième au niveau de la tête, ouais, sur la partie haute de la tête. Donc on peut émettre l'hypothèse que la concentration de ces trajectoires au niveau du conducteur du véhicule, le conducteur du véhicule était très vraisemblablement la cible des tireurs. La carcasse de la voiture a donc livré une partie de ses secrets. L'examen va durer encore plus de 8 heures, mais déjà une hypothèse se dégage. Il y aurait eu une course-poursuite dans les rues de Marseille. Des premiers tirs venant de l'arrière. Les poursuivants ensuite doublent et bloquent la voiture. Des échanges de coups de feu éclatent entre les 2 groupes. Les accompagnants prennent la fuite. Un tireur s'approche et abat le conducteur. Il y avait peut-être un contrat sur sa tête, c'est lui qui était visé. L'enquête révélera qu'il venait de sortir de prison. Quelques jours plus tard, les spécialistes balistiques s'attachent cette fois à faire parler les étuis de balles retrouvés dans la voiture. Ils vont observer au microscope les marques laissées par l'arme ou les armes sur les cartouches tirées. Comme un être humain, une arme à feu a une empreinte.
Lorsqu'elle percute une cartouche, elle laisse sur l'étui une sorte de signature bien distincte. Voilà. On s'aperçoit qu'à ma gauche, c'est une percussion qui est très large, peu profonde et circulaire. À ma droite, ça n'a pas du tout le même profil, pas du tout le même schéma, c'est plutôt une percussion longitudinale, rectangulaire. Il y a donc bien eu 2 armes utilisées, donc 2 tireurs. Reste à savoir quel pistolet a porté le coup mortel. Sur les projectiles découverts dans la boîte crânienne de la victime, les empreintes balistiques de ce projectile correspondaient plus à un pistolet de fabrication allemande. L'empreinte ici correspond plus à un pistolet de fabrication allemande. On peut donc supposer que l'arme qui a percuté cet étui est celle qui a tiré, c'est le projectile qui a atteint mortellement le conducteur. Dans les sous-sols de l'Institut national de police scientifique se trouve l'une des plus grandes armureries d'Europe. Plus de 5500 pistolets et mitraillettes y sont répertoriés. On y collectionne absolument tous les modèles d'armes. Lakhdar Attar vient y chercher une arme bien précise, la même qui a servi à abattre le chauffeur de la voiture. C'est le type de pistolet qui a tiré le projectile découvert dans le corps, dans le crâne de la victime. Et cette arme-là va nous servir comme arme de référence pour réaliser des tirs d'essai qui nous permettent d'évaluer la distance de tir. Et le second étui, donc découvert sous le siège passager, a été percuté dans un pistolet de fabrication autrichienne, comme ceci. Au stand de tir, le balisticien est rejoint par un médecin légiste, Alain Miras, spécialiste en balistique lésionnelle. Son métier est de trouver des informations à partir des blessures des victimes. Il a fait une autopsie du corps du conducteur assassiné et il a remarqué une certaine quantité de poudre autour de la plaie située à la tête. Encore un peu, encore 3 cm. Top. Ils vont donc procéder à différents tirs de comparaison. En fonction de la distance, 10, 20, 50 cm ou plus, l'arme ne projette pas la même quantité de poudre sur le support. Ils vont donc comparer les résidus de tir sur le polystyrène à ceux retrouvés sur la plaie de la victime. Aux alentours de 60 cm, on a plus de grains de poudre en périphérie, on en a à 50, quelques-uns encore, et à 60 on n'en a plus. À 20 cm, on a quelques grains de poudre que l'on voit ici, de couleur un petit peu noire, qui s'incrustent dans le polystyrène. Là on est à 20 cm, là on est à 30, on voit qu'il y en a un peu plus ici, en tout cas c'est beaucoup plus concentré qu'à 30 cm. Donc on est à peu près à cette distance-là si on compare avec la plaie qui nous a été fournie. Alors on va vérifier bien entendu, mais la première impression c'est celle-ci. Le coup de feu mortel a donc été tiré à environ 20 cm. Ce genre de détail peut être capital pour les enquêteurs. C'est important pour eux pour essayer de refaire la chronologie des tirs. Et puis en fonction de la chronologie des tirs, s'ils ont un auteur ou un suspect, et s'ils ont des témoignages aussi, des témoins des personnes qui ont pu observer ça de manière plus ou moins loin par rapport à la scène, et ben on compare avec tout ça et on dit c'est compatible, c'est pas compatible. On va pas faire de scénario sur ce qui s'est passé. On va dire à tel moment, au moment du premier impact, ils étaient dans telle position, au moment du second impact, ils sont dans telle position. Ce qui s'est passé entre les deux, ce qui s'est passé avant, ce qui a pu se passer après, ça on ne sait pas. On se doute parfois, mais ce n'est pas notre problème, ce n'est pas quelque chose qu'on va écrire en tous les cas. C'est aux enquêteurs de déterminer le scénario à partir des éléments qu'on aura fournis à l'issue du rapport d'expertise. Dernière étape, lancer une recherche au FNIB, le fichier national d'identification balistique. Plus de 40 000 armes y sont répertoriées. Cela va permettre de savoir si le pistolet qui a porté le coup fatal a déjà été utilisé dans une autre affaire. Cette fois, il y a correspondance. À droite de l'écran se trouve l'image de l'étui retrouvé dans la voiture. À gauche, c'est celle d'un étui retrouvé sur une autre scène de meurtre dans le sud de la France, il y a plus de 6 mois. Voilà, on voit bien. Ah oui, on a une bonne correspondance. Sur ces stries qui sont circulaires, ce sont des stries qui proviennent de l'arme.
Et on s'aperçoit que ces stries, toutes ces stries sont concordantes. Il y a une parfaite concordance, tant sur l'écart, sur la largeur. Donc on a une parfaite concordance également sur la continuité. Donc ces deux étus percutés ont donc été percutés dans la même arme. Il y a donc un lien entre ces deux dossiers. Alors, il n'est pas possible de dire s'il s'agit de la même équipe, mais ce que l'on peut dire de façon formelle maintenant, c'est que c'est une arme qui a déjà servi à commettre un crime. Et d'après le dossier, ce crime avait également un lien avec le grand banditisme. Pour la fusillade et le meurtre de Marseille, l'hypothèse d'un règlement de compte entre bandes organisées semble donc se confirmer. Pour les enquêteurs, la piste à privilégier sera l'arme du crime. Plusieurs fois par mois, le balisticien et le médecin légiste abandonnent l'ambiance confinée du laboratoire pour se rendre sur le terrain. Ils interviennent aussi après l'enquête. Ce jour-là, ils se mettent en route vers le centre de la France pour participer à une reconstitution judiciaire. Les enjeux sont de taille, il s'agit d'une affaire de meurtre. Et les suspects seront présents sur les lieux. Le travail consiste à assister le magistrat instructeur dans le cadre de cette reconstitution et essayer de vérifier si les déclarations des mises en cause sont compatibles ou non avec nos constatations, nos précédents travaux. C'est extrêmement important de rester impartial et puis qu'on ne lâche pas et qu'on fasse le maximum pour déterminer ce qui s'est passé, pour la chronologie, pour les modalités de l'agression. Et ça, c'est nécessaire déjà dans un premier temps pour la victime ou les familles des victimes, mais même pour l'auteur ou la personne qui est suspecte d'être l'auteur des faits, parce qu'il s'avère que parfois, lorsqu'on en fait ces reconstitutions, eh bien, on arrive à valider une version du mise en examen qui au départ paraissait complètement aberrante ou impossible. Donc on n'est pas à charge. Il y a quelques mois, dans cet appartement, une femme a été assassinée. On va juste repositionner du coup le mannequin. Alors il va nous falloir un nouveau mannequin. À la place du corps, la juge a fait placer un mannequin. Elle tente de comprendre comment cette simple querelle de voisinage et de tapage nocturne a dégénéré. Non, en fait, c'est bon, les pieds ils sont là, au niveau des premiers linots à carré, en fait. C'est ça. Le couple mis en examen reconnaît les faits, mais leurs versions divergent. La jeune femme affirme qu'elle n'a rien vu parce qu'au moment des faits, elle était dans la pièce à côté. Ok. Donc là, clairement, vous voyez un corps quand même, vous voyez pas juste les pieds. Une question. Lorsque je me mets à votre place, je constate qu'on voit pas juste les pieds, on voit tout le corps. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Rien du tout. Rien du tout. Mais là, qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez ce corps comme ça? Ah, mais je sais clairement qu'il l'a tué, là. Je sais pas, aucune réaction, rien du tout. La version de la jeune femme peine à convaincre. La simple reconstitution des faits suffit à mettre en évidence certaines incohérences. Mais pour la suite, la technique et la science vont apporter une aide précieuse. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer donc, à une version des faits dite entre guillemets des experts. Parmi les armes du crime, il y a ce fusil de chasse sous-marine dont la flèche a blessé la victime au visage. Vous pouvez le remettre juste où vous le mettiez d'habitude, c'est possible? Oui, vous pouvez passer. Voilà, juste comme ça, pour qu'on puisse... D'habitude, il est toujours comme ça, c'est ça? Les experts ont fait des essais de tir en laboratoire pour évaluer à quelle distance se trouvait le tireur. Montrez-vous comment vous feriez pour viser quelqu'un avec votre fusil harpon. Le meurtrier présumé est lui-même mis à contribution. Ça vous semble, messieurs les experts, ça vous semble au niveau de la position, ça vous semble compatible? Oui. Au regard de la blessure qui est ici, je passe sur les heures du docteur légiste, ça indique simplement que le fusil harpon était dirigé en direction du menton. D'accord. Ce que l'on sait, c'est que sur les tirs dans l'air, d'accord, on sait que la flèche bascule à partir de 5 mètres. Donc, sachant que la victime a un seul orifice, on peut donc supposer que, très vraisemblablement, c'est entre 0 et 5 mètres. Sans quoi la victime aurait été touchée
sur le profil. Ouais, ou alors comme elle bascule, elle n'a pas tapé de manière horizontale, parce qu'en fait, elle rentre de manière quasiment horizontale. Ouais. Donc si la flèche bascule, C'est jamais elle déjà, rentre. ça va. Donc si elle tape, qu'elle a une direction horizontale dans le corps, ça veut dire qu'elle arrive de manière horizontale aussi, par rapport au corps. Ne bougez surtout pas. La distance de tir a été évaluée. Le fusil harpon se trouvait à moins de 5 mètres au moment du meurtre. Reste à confronter la version du mis en examen. Il affirme que le coup est parti par accident malgré la sécurité qui était enclenchée. Voilà, vous le tournez. Là, il y a la sécurité. Ouais. Donc on est obligé, d'une manière ou d'une autre, oui, je suis bête, parce qu'on est obligé d'enlever la sécurité. Voilà, la sécurité, elle était quand même mise. Là, vous la mettiez tout le temps, la sécurité? Bah oui, puisqu'il était toujours il était toujours tiré, pour X raison. Je voulais pas que je parte et puis qu'il arrive quelque chose. Quand monsieur vous explique que flèche de harpon résulterait d'un jet du fusil harpon contre le bas de cette armoire, en direction de madame, la flèche part toute seule. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une sécurité. Donc, lorsque la sûreté est activée, toute pression sur la queue détente bloque la propulsion. Ça, c'est la première chose. Ce que l'on a également constaté, c'est que dans tous les tests, aucun départ de coup de feintant possible. C'est-à-dire à aucun moment, la flèche est propulsée si on ne presse pas sur la queue de détente. Donc en d'autres termes, il faut nécessairement presser sur la queue de détente et désactiver la sûreté pour propulser la flèche. Voilà ce que l'on constate. Monsieur, vous venez d'entendre ce que vient de nous dire monsieur Attar. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez compris déjà? Oui, j'ai bien compris. Alors, pour moi, ça restera, on va dire, un accident. Mais c'est vrai qu'on voit qu'avec les photos et avec tout ce que j'apprends, au fur et à mesure, moi-même, j'ai des doutes. La thèse du tir accidentel est mise à mal. Mais ce n'est pas la flèche du harpon qui a tué la victime. En réalité, les coups mortels ont été portés avec un marteau. Un autre médecin légiste est là pour apporter son expertise. Lorsqu'il a fait l'autopsie du corps de la victime, il a noté qu'elle avait plusieurs côtes cassées. Soit on lui saute dessus et les coups surviennent dans un second temps, soit cet écrasement et les coups surviennent dans le même temps, mais dans ce cas, lors de l'écrasement, il faut exercer quand même des pressions et pas simplement s'asseoir gentiment sur elle. Il faut quand même exercer des pressions. Et c'est lors des coups qu'on peut peut-être imaginer qu'il y a un poids qui... Voilà. Les experts ont donc vérifié si la version des personnes mises en examen était compatible avec leurs constatations. Leurs conclusions joueront un rôle essentiel lors du procès d'assises. Aujourd'hui, plus une instruction judiciaire ne se passe de l'apport de la police technique et scientifique. Le métier attire toujours autant de monde et les formations sont de plus en plus pointues. Il est 7 h du matin à Rosny-sous-Bois, en région parisienne. Au centre de formation criminalistique de la gendarmerie, c'est jour d'examen. Et les tests vont se faire dans les conditions du réel sur une fausse scène de crime. Le gendarme Gabriel Jiménez et ses collègues se préparent à intervenir. Ils vont commencer par geler les lieux. Cela signifie interdire l'accès de la zone au public. Jusqu'ici, tout va bien. C'est le bon réflexe. Des indices vont être récupérés. Et si effectivement des gens se déplacent sur la scène, tout peut être modifié. Le but, c'est vraiment de geler les lieux pour éviter que des indices soient manipulés ou disparaissent. Pour cette promotion de 20 élèves gendarmes en formation depuis 9 semaines, la pression est forte. Ils veulent tous intégrer le service d'identification criminelle. Certains attendent le poste depuis plus de 10 ans, mais tous ne réussiront pas. Tous leurs faits et gestes vont être observés et jugés. L'adjudant-chef d'elle est leur instructeur principal. C'est lui qui décide qui sera reçu et qui sera recalé. Et il ne laisse rien passer. Ton masque. Oui. Ton nez. Le but de l'exercice aussi, c'est de les aider à réfléchir sur la scène d'infraction qu'ils ont à prendre en compte. D'autant plus que c'est une scène
qui forcément dans leur carrière, c'est quelque chose qu'ils auront à traiter. C'est bon? Ouais. Top. Pour le moment, les élèves respectent le protocole à la lettre. Ils procèdent à ce que l'on appelle le quadrillage de la scène de crime. Ils avancent en rang serré, mètre par mètre, à l'affût du moindre indice. Tu prends le trottoir avec la partie pierre et vous réarticulez. Toi, tu restes sur le trottoir et vous deux, les filles, vous faites la première longueur. Ah oui. Tu gères le tatouage. Donc toi, tu gères le tatouage. Que le tatouage. Là, on essaye de trouver en fait tout élément qui pourrait être utile à l'enquête. Moi, je vois rien. C'est-à-dire tout prélèvement, un mégot de cigarette, une trace de pas, une cartouche. Donc le but c'est d'être méticuleux pour ne rien oublier sur le terrain. Indice. Un premier indice est marqué. C'est une ogive, autrement dit, une balle. On a vu que la victime est décédée là-bas. On a trouvé une balle en face. Donc en fait, en remontant la trajectoire de tir, on essaie éventuellement de trouver si une arme aurait été cachée par là. Mais on ne trouve pas rien. Donc voilà. Voilà la palette, on a déjà un impact. Sors derrière la palette. Non. Non bah, cherche au pied de la palette alors. Ouais, tout à fait, il y a le projectile là-bas. Aux côtés de chaque indice, les élèves gendarmes placent ensuite les cavaliers. Pour les objets, ce sont des numéros. Pour les corps des victimes, ce sont des lettres de l'alphabet. On va le retourner. On va le décaler un peu. On va le décaler là. Les élèves déplacent ensuite le corps. Mais par manque d'expérience, ils commettent leur première erreur de procédure. On réfléchit un peu? Qu'est-ce qui se passe là? Faire les tampons noirs sur les mains. Les tampons noirs sur les mains. Le tampon noir, ce geste qu'ils ont oublié de faire, peut être une source d'information déterminante pour les enquêteurs. Sur les mains et? Sur le visage. Allez. Ça se fait systématiquement lorsqu'on a l'utilisation d'une arme à feu. On fait toujours des recherches en résidus de poudre pour savoir si la personne a utilisé ou pas une arme à feu, ou si le tireur était à proximité de lui. On peut également vérifier si on n'a pas eu affaire à une fusillade, par exemple, parce que la victime n'a pas déjà elle-même fait usage d'une arme à feu. Donc si elle n'a pas de résidus de poudre sur les mains, c'est qu'elle n'a pas utilisé d'arme à feu. Déjà 2 heures que les élèves gendarmes passent au crible la scène de crime. À première vue, ils commettent peu d'erreurs. 6,05 m. Mais l'instructeur d'elle n'est pas totalement satisfait. Pour l'instant, ça se déroule pas mal. Le seul problème, c'est qu'ils pensent qu'ils n'ont qu'une scène à l'extérieur. Et je crois qu'ils sont dans ce qu'on appelle un peu un effet tunnel. C'est qu'ils ne regardent que ce qu'ils voient. Alors, il faut aller plus loin. Pour l'instant, ils ne réfléchissent pas à la balistique. Ils ont une trajectoire de tir à faire, à remonter pour connaître la position éventuelle du tireur. Et pour l'instant, ils l'ont encore pas faite alors qu'on essaye de le faire rapidement. Finalement, les élèves gendarmes se décident à aller inspecter le bâtiment d'où proviendraient les coups de feu. On a un impact, a priori, ça viendrait d'un étage supérieur, a priori, premier ou deuxième. Vous y allez tous les deux? C'est le bon choix, mais ils commettent une nouvelle erreur de procédure. Avant d'envoyer 2 gars là-bas, pas savoir où est-ce qu'ils doivent aller, il n'y a pas quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre? La trajecto, autrement dit la trajectoire de tir. Cette technique va leur permettre de déterminer précisément la position du tireur. Regarde voir, quand vous mettez la tige, ça vous donne la trajectoire du projectile jusqu'à son origine. Bon, apparemment, ça viendrait vraisemblablement de cet appartement. Là où le tireur était positionné, il y a certainement des traces qu'il va falloir aller prélever, notamment des traces en ADN. Et les traces en ADN, c'est ce qu'il faut prélever en premier, puisque, comme tout être vivant, à un moment donné, l'ADN va mourir, et c'est quelque chose qu'il faut prendre tout de suite. Grâce à la trajectoire de tir, il ne leur faut que quelques minutes pour trouver l'endroit d'où sont partis les coups de feu.
Sur place, il reste de nombreux indices comme cet étui de balle et un couteau sur lequel il y a de fortes chances de trouver des traces ADN, peut-être même celles du tueur. Dans la pièce à côté, ils trouvent une empreinte digitale sur une bouteille. Dans un couloir, il y a des traces de pas ensanglantés. Il leur faudra au total un peu plus de 14 heures pour venir à bout de ces deux scènes de crime. Vers 22h30, la journée semble se terminer, mais il y a du nouveau. Un suspect vient d'être interpellé. C'est un formateur qui joue le rôle du prévenu. C'est aussi le rôle du technicien en investigation criminelle de venir prendre l'ADN du suspect, ses empreintes digitales et d'effectuer des tamponnoirs. Ces nouveaux prélèvements seront ensuite comparés aux traces trouvées sur la scène de crime. Ensanglanté. Où est-ce que c'est? Alors là, vous avez fait 1 ou 2, 3 ou 4 ou 5... 48 heures plus tard, présentation des résultats de leur enquête en situation. Pour l'occasion, les formateurs ne se refusent rien. Ils ont reconstitué l'ambiance d'une cour d'assises. Monsieur Jiménez. Le gendarme Jiménez est appelé à la barre. Il sait qu'il va être jugé aussi sur sa capacité à répondre aux magistrats. Les instructeurs sont vêtus comme des juges. L'atmosphère est très solennelle. Je le jure. Il est un peu nerveux. Bonjour, monsieur. Pour l'occasion, l'adjudant-chef d'El, le formateur, a revêtu la robe de l'avocat. Il va tâcher de déstabiliser son interlocuteur. J'ai vu dans la procédure que vous avez saisi les chaussures de mon client. Oui. Pour quelle raison? Pour pouvoir comparer les semelles à des traces que nous avons retrouvées sur les lieux. Et les résultats, est-ce qu'ils ont permis de conclure que c'était les chaussures de mon client? Oui. Est-ce que vous avez fait des relevés de traces ADN? Oui. Et les traces qui ont été prélevées sur les semelles révèlent la présence de traces biologiques provenant de la victime. En écoutant donc votre déposition, on se rend bien compte que, d'après vous, ça fait de mon client un parfait assassin. Je ne rapporte que des faits, les constatations et les analyses. L'ADN de M. Ronchon a été retrouvé sur les semelles. Le gendarme Jiménez reste hésitant et nerveux. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Président. Le formateur sait bien qu'en situation réelle, ce sera pire encore. Alors, il va leur livrer à tous un de ses secrets pour résister à la pression. Alors, un petit débrief sur l'exercice assise qu'on a fait aujourd'hui. Ne regardez jamais un avocat lorsqu'il vous pose des questions. Ouais, je sais que c'est très difficile à faire, c'est très compliqué, mais il ne faut jamais le regarder. Regardez toujours le président de la Cour. Il ne faut jamais rentrer en duel avec les avocats. C'est leur métier, c'est pas le vôtre. Même s'ils vous agressent verbalement, ne rentrez pas en guerre avec les avocats, puisque de toute manière, vous allez perdre. Ce sont eux qui vont gagner. Lorsque l'avocat vous dit de toute façon, vous avez fait ça parce que ça vous arrange bien, parce que vous avez travaillé à charge sur mon client, c'est votre avis maître, c'est votre opinion maître, deux simples phrases qui permettent de vous sortir de cette situation-là pour éviter justement de laisser à l'avocat la dernière parole, puisque les jurés en fait vont rester là-dessus. Messieurs, dames, bonne soirée. À demain. Le lendemain, la grande majorité des élèves recevra son agrément pour devenir technicien en identification criminelle. Ils feront leur premier pas dans un monde fait de violences parfois démesurées, auxquelles rien ne prépare jamais vraiment. En 2015, la France connaît la vague d'attentats la plus violente de son histoire, avec des scènes de crimes d'une ampleur inédite. À cette occasion, les membres de la police scientifique et technique vont jouer un rôle déterminant. Après l'attaque de Charlie Hebdo le 7 janvier, les tueurs prennent la fuite en voiture. Quelques minutes plus tard, ils abandonnent leur véhicule dans le nord de Paris.
À l'intérieur, il laisse de nombreux indices que vont exploiter en urgence les experts de la police. Il y a un chargeur de Kalachnikov et la carte d'identité en fait de Saïd Kouachi, mais aussi une empreinte digitale de Chérif Kouachi. C'est à ce moment-là, et l'apport de la police technique là, très rapidement, donne les identités probables des 2 fugitifs qui ont tiré à Charlie. Et ça, c'est essentiel. En quelques heures, les laboratoires confirment l'identité des frères Kouachi, mais ils sont toujours en cavale. Et le lendemain, à quelques kilomètres de là, à Montrouge, un autre drame se produit. Une policière municipale est abattue d'un coup de Kalachnikov par un homme cagoulé. Dans les premières heures, on ne savait pas quelles étaient les personnes impliquées dans les actes terroristes et surtout on ne savait pas si les actions étaient coordonnées. Donc mettre des noms sur les terroristes, c'est d'autant plus important. L'urgence, en fait, c'est d'essayer de trouver des éléments matériels pour identifier les terroristes et pour les pister. On peut faire des recoupements avec d'autres dossiers et essayer de savoir s'ils font partie d'une équipe, s'ils ont des complices et trouver les auteurs en fuite. Un indice capital a été retrouvé sur la scène de crime. Une cagoule. Elle peut conduire à identifier le tueur, mais il y a urgence. Une course contre la montre s'engage alors dans les laboratoires de la police parisienne. Il leur faudra un peu moins de 5 heures pour identifier son propriétaire. La cagoule arrive et on va rechercher essentiellement de la salive. On doit travailler pratiquement en même temps que le service d'enquête. On doit avancer très très vite. Il faut avoir suffisamment de matériel, il faut avoir suffisamment de cellules, il faut que... Voilà. Et si on est satisfait du résultat, c'est-à-dire que si le profil génétique est suffisamment beau et pur, on va le transmettre à ce moment-là en urgence. Et là, c'est la base de données qui va proposer un rapprochement entre ce profil issu de la cagoule et un profil qu'elle a en mémoire issu d'un individu. Et on est tombé sur le nom de Koulibaly. Donc là, forcément, ça permet de remonter, de regarder avec qui sont les connaissances de Koulibaly et de voir s'il y a coordination entre les frères Kouachi et Koulibaly, ce qui apparemment était le cas. 3 jours plus tard, fin de cavale. Les frères Kouachi et Koulibaly sont abattus lors des assauts simultanés des unités d'élite de la police et de la gendarmerie. Et dans les jours qui suivent, l'enquête conduit à l'arrestation d'une dizaine de personnes soupçonnées de complicité. Quelques mois plus tard, le 13 novembre, nouvelle vague d'attentats en plein cœur de Paris. Au Bataclan, face à l'ampleur de la scène d'horreur, les enquêteurs et les techniciens de scènes de crime qui ont beau être aguerris se retrouvent débordés et à court de matériel. Il est d'usage, quand on fait des constatations sur une scène de crime, de poser des cavaliers sur les traces et indices et de poser également des cavaliers à côté des corps des victimes. Et les cavaliers pour les corps des victimes sont des lettres. On ne numérote pas des corps. Et donc, ils vont de A à Z et nous n'avions pas assez de cavaliers tellement il y avait de corps et personne n'avait jamais imaginé avoir des scènes avec plus de 26 corps. La priorité pour les policiers est de localiser les corps des terroristes qui se sont fait exploser pour les identifier. Sur les 7 terroristes qui ont été abattus ce soir-là, sur les diverses scènes d'attentats, on n'en connaissait aucun. Et là, il y a la course contre la montre aussi, vu l'ampleur des attaques. Et il faut très très rapidement connaître l'identité de ces auteurs pour pouvoir en trouver les complices. Les techniciens de scènes de crime vont ramasser la phalange du doigt d'un de ces kamikazes. Et c'est grâce à cette phalange de doigts qu'ils vont pouvoir trouver son empreinte digitale et identifier le premier, Ismaël Mostefai. Ismaël Omar Mostefai est le premier terroriste identifié, par ses empreintes digitales d'abord, par son ADN peu après. Il n'a fallu que quelques heures parce qu'il est déjà fiché pour 8 délits.
la brigade criminelle, la sous-direction antiterroriste vont pouvoir remonter, essayer de cerner son environnement, qui sont ses amis, avec qui il parle, quel était son numéro de téléphone, d'essayer d'avoir ses fadettes, les facturations détaillées de son téléphone, pour voir qui il a contacté récemment. Tout ça, c'est la clé, quoi. C'est le début du fil de la pelote qui permet de dérouler derrière. Le lendemain, on identifie Bilal Avdi, un des kamikazes du Stade de France, et Brahim Abdeslam de l'attaque du comptoir Voltaire. Dans les 10 jours qui suivent les attentats, chaque lieu et chaque objet en lien avec les terroristes est systématiquement décortiqué et analysé par les experts de la police scientifique. C'est une démarche en coquille d'escargot qui va faire que l'on part de la scène de crime, les alentours de la scène de crime, avec des véhicules suspects qui ont été rapidement trouvés, après des logements conspiratifs qui ont été rapidement analysés, perquisitionnés, et tous ces lieux découverts par les enquêteurs font l'objet de perquisitions, font l'objet de nouveaux prélèvements, de nouveaux scellés, de nouvelles saisies qui vont arriver en laboratoire et réensemencer la chaîne des analyses. Salah Abdeslam, son profil génétique, on l'a trouvé par exemple sur un sandwich à l'intérieur d'un des véhicules. Bon, il avait mordu dans le sandwich, donc la salive, voilà, et ça permettait en plus une datation assez proche, car des éléments alimentaires, on voit bien de quand ils datent. Au total, plus de 2000 prélèvements sous-scellés ont été livrés au laboratoire de la police scientifique dans les semaines qui ont suivi les attaques. La biologie, la balistique, la téléphonie. La lutte contre le terrorisme a ainsi bénéficié de toutes les technologies et toutes les connaissances scientifiques du moment. Récemment, les progrès de la science ont également permis de dénouer des affaires qui étaient au point mort depuis des années, comme celle du violeur à la mobilette. Dans la forêt de Sénart, en région parisienne, entre 1995 et 2001, un homme commet plus de 30 viols et agressions sexuelles. Son mode opératoire est toujours le même. À mobilette, casqué, le prédateur repère ses victimes, des femmes seules, il simule une panne de moteur, puis il passe à l'attaque. Il y a une véritable psychose en forêt de Sénart. Personne n'a idée de ce à quoi ressemble ce violeur. C'est aussi de ça que vient la peur. C'est-à-dire que pour les gens, voir passer un scooter, finalement, c'est ça qui représente la peur. Parce que le violeur n'a pas de visage. Il est tout le temps casqué. Il est impossible de savoir qui il est véritablement. Les seuls indices que le violeur laisse derrière lui, ce sont des traces de sperme sur lesquelles on prélève de l'ADN. Sur plus de 14 scènes de viol commis dans les environs de la forêt de Sénart, on retrouve le même profil génétique. Mais il n'est pas répertorié au fichier. Malgré la fréquence des crimes, l'enquête ne progresse pas. On avait, sur plusieurs scènes de crime, un profil génétique trace qui se correspondait. Donc on savait qu'on avait affaire à quelqu'un qui avait commis des faits sériels extrêmement graves. Et quand on interrogeait la base de données, de nouveau, on n'avait pas de réponse. Ça reste un vrai mystère. Se dire comment est-ce que cette personne a pu échapper au radar de la police en agissant aussi souvent sur une zone géographique aussi réduite et dans un laps de temps, finalement 6 ans, où il n'a jamais cessé complètement. On se dit, mais comment est-ce qu'il a pu échapper à la police ? En 2001, les viols en série s'arrêtent mystérieusement. L'affaire de la forêt de Sénart devient alors une énigme. Faute de nouveaux éléments, un non-lieu est prononcé en 2005. Mais 10 ans plus tard, l'enquête est relancée grâce à un nouvel outil d'investigation. On appelle cela la recherche ADN en parentèle. Votre ADN provient de vos parents et vous-même, vous allez probablement le transmettre à vos enfants. Donc en fait, grâce à l'ADN, vous tissez des liens. Vous pouvez tisser des liens entre des personnes. Et en fait, du coup, le fait de tisser des liens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos ADN au sein d'une même famille se ressemblent. Donc en recherchant
des similitudes, des ressemblances. Vous allez pouvoir comme ça paramétrer votre moteur de recherche, donc paramétrer votre outil de recherche pour aller quelque part à la pêche à un profil qui se ressemble. Si le suspect lui-même n'a pas été fiché, mais qu'il a un frère, une sœur, une mère, un père, un fils qui lui a été fiché, on saura que cet ADN qui a été retrouvé sur ces scènes de crime est une personne de la famille de cette personne fichée. Une recherche en parentèle est donc lancée. Une vingtaine de profils génétiques proches de celui du violeur ressortent des fichiers. Ils viennent d'un peu partout en France. Mais un profil attire l'attention des enquêteurs. À Corbeil-Essonnes, à quelques kilomètres de la forêt de Sénart. Il s'agit d'un homme qui est fiché à cause de ses antécédents de toxicomane. Ce n'est pas le violeur, mais son profil génétique est très proche. Les policiers s'intéressent alors à son frère, qui vivait lui aussi dans la région avant de déménager en 2001, date à laquelle les viols se sont arrêtés. Tout semble correspondre. Quelques jours plus tard, l'homme est interpellé et l'on prélève son ADN. Lorsqu'on place en garde à vue cet homme de 40 ans aujourd'hui, qui avait donc une vingtaine d'années à l'époque, et qu'on lui fait passer ce test ADN, là l'ADN est le même. A priori, la justice tient son coupable. Désormais, le violeur de la forêt de Sénart attend de passer en procès. Le premier à avoir utilisé la recherche en parentèle est le gendarme Pham Oy. Grâce à cette technique, il a pu identifier un criminel dans une autre affaire de viol et de meurtre. Aujourd'hui, il se réjouit de voir que la recherche en parentèle se généralise dans le monde judiciaire. Dès que vous disposez d'un profil génétique qui ne correspond à aucun profil génétique identifié au sein du fichier, vous pouvez désormais recourir immédiatement à cette recherche en parentèle. Donc la pratique à venir serait plutôt celle de « j'ai un profil génétique, il ne correspond à rien, je passe directement à la recherche en parentèle et je n'attends pas 10-15 ans d'avoir épuisé toutes les pistes d'enquête traditionnelles avant de procéder à cette dernière ». Ce qui compte avant tout dans ce métier de la police judiciaire, ce sont les victimes. Et le fait que cette recherche puisse contribuer à identifier ces suspects dans le cadre d'affaires criminelles qui sont horribles pour les familles de victimes, pour moi, c'est la meilleure des récompenses. Et la génétique n'a pas fini de livrer ses secrets. Depuis 2 ans, une nouvelle méthode d'analyse de l'ADN est apparue dans le monde de l'investigation. Imaginez une scène de meurtre. Tout y est. Une jeune femme vient d'être assassinée de plusieurs balles. Il n'y a pas de témoin. Juste à côté du corps, on retrouve un revolver. C'est l'arme du crime. Les techniciens de l'identification criminelle prélèvent dessus de l'ADN. Les labos parviennent à établir un profil génétique, mais manque de chance, il n'est pas répertorié au FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. Impossible de mettre un nom sur la personne à qui appartiennent ces traces. Pour les enquêteurs, c'est l'impasse. Imaginez maintenant que les caméras de vidéosurveillance ont enregistré la présence de 4 personnes sur les lieux à l'heure du crime. D'abord, un couple. Une femme d'une 50aine d'années, la peau claire, avec un homme, même tranche d'âge, peau claire aussi, cheveux bruns. Un peu plus loin, un jeune homme d'une 20aine d'années d'origine eurasienne. Enfin, un homme entre 20 et 30 ans, blond, la peau claire. On ne connaît pas le nom de ces personnes, mais parmi elles, il y a peut-être le meurtrier. Pour orienter leurs recherches, les enquêteurs peuvent alors faire appel à une nouvelle technologie. Un outil dont les capacités n'ont pas fini de surprendre. Le portrait robot génétique. Avec une quantité infime d'ADN, on est aujourd'hui capable de prédire dans les grandes lignes à quoi peut ressembler la personne à qui il appartient. Lorsqu'on n'arrive pas à identifier l'individu, ce qui est le cas ici, on va pouvoir prédire à partir de l'ADN différentes caractéristiques telles que la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau et l'origine biogéographique de l'individu. Dans notre affaire, ici, il s'agit d'un ADN masculin.
On va pouvoir déterminer également sa couleur de yeux. Ici, l'individu a 90% de chances d'avoir les yeux bleus. Pour la couleur des cheveux, et on a déterminé que l'individu avait environ 80% de chances d'avoir les cheveux blonds ou blond foncé. Ensuite, dans le cadre de cette analyse, on est sûr à 100% que cet individu est d'origine européenne. Grâce au portrait robot génétique, notre liste des suspects se réduit sérieusement. Par élimination, ce n'est pas la femme. Il y a peu de probabilité pour que ce soit l'homme qui l'accompagne, car le suspect a 78% de chances d'être blond. Ce n'est pas non plus le jeune homme d'origine asiatique. Le suspect a 98% de chances d'être européen à la peau claire. Tout porte à concentrer les recherches sur la quatrième personne, le jeune homme blond aux yeux bleus. Après une enquête de voisinage, il est arrêté. Le relevé ADN et les comparaisons montrent qu'il s'agit bien de la même personne. L'enquête est donc résolue, en grande partie grâce aux progrès récents du portrait robot génétique. Aujourd'hui, d'autres critères sont à l'étude pour permettre de déterminer la tranche d'âge d'une personne ou la présence de calvitie ou de taches de rousseur. Et certains parient que dans 10 ans, on sera capable d'évaluer la taille d'une personne à partir de son ADN, la forme du nez, du menton, et pourquoi pas la forme du visage. Bref, une véritable photo en 3 dimensions. Alors, serons-nous un jour tous fichés et traçables par notre ADN ?